Bonjour à tous, je suis Valérie Caron et je suis chargée à la ville de Los Angeles de mener la conduite du changement et l'éco-transition. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Reynaud, je suis le directeur de cabinet de Jean-François Caron, le maire de Los Angeles. Alors, en fait, au départ, l'arrêt de la mine a généré énormément de séquelles au niveau du territoire, puisqu'il a fallu gérer une crise sociale, une crise environnementale. Et au départ, la ville s'est retrouvée avec énormément de friches industrielles, à peu près 20 à 30% du territoire étaient des friches industrielles. Et puis très rapidement, on s'est rendu compte que ce potentiel foncier pouvait constituer une façon de remonter la pente à plusieurs égards. D'abord du point de vue culturel, en valorisant le patrimoine minier, du point de vue environnemental, en recréant des circuits, une ceinture verte et en travaillant sur la biodiversité. Et puis sur un grand site minier qui s'appelle la base 1119, on a commencé à développer tout un accueil de nouvelles entreprises, donc qui étaient vraiment tournées cette fois sur le développement durable. Et en fait, ça a permis de promouvoir le développement des éco-entreprises sur l'ensemble du territoire et ensuite de rayonner au niveau de l'agglomération. Alors la crise peut avoir un effet déclencheur parce que généralement, en situation de crise, là je parle du point de vue humain, on a deux postures possibles. La première posture, c'est de courber le dos et puis d'attendre que ça passe. Et la deuxième posture, c'est de réagir. Réagir dans le sens agir de nouveau ou agir autrement. Et de ce point de vue, ce qui s'applique à l'humain s'applique également au territoire. Et c'est ce que la ville de Los a choisi de faire, ça a été de réagir, c'est-à-dire de s'orienter vers un nouveau développement, vers un nouveau paradigme, et donc de permettre de générer des possibles dans la situation de crise. Parce qu'on est obligé de faire ça, ou alors sinon on crève, tout simplement. La trajectoire est un point qui est fondamental. Quand on est sur une conduite du changement, ça n'est pas renier ni oublier tout ce qui s'est passé. Au contraire, sur un territoire, il y a généralement une forte impression de l'histoire et du patrimoine, ce qui a été le cas quand même avec les mines, puisqu'on a quand même eu 150 ans d'activité industrielle minière sur le territoire. Auparavant, on a également eu beaucoup de destructions qui ont été liées notamment à la guerre 14-18. Tout ça marque un territoire, génère une histoire, une trajectoire et surtout une identité culturelle commune pour les habitants. Et à partir du moment où cette trajectoire est forte, qu'elle est reconnue, qu'elle est marquée, on peut s'appuyer, on peut s'adosser sur cette trajectoire pour s'orienter vers le futur. Et c'est à ce moment-là qu'on rentre dans ce qu'on appelle la conduite du changement, parce qu'évidemment, même si ce patrimoine, cette histoire, cette trajectoire a été forte, elle n'a pas forcément été vertueuse, ce qui était le cas pour l'activité minière, comme je le disais tout à l'heure, hein, des séquelles profondes. Donc, on s'inscrit quand même, on ne renie pas le passé, on est fier de ce que l'on a fait. Le Nord-Pas-de-Calais et le bassin minier en particulier a quand même réussi la guerre du charbon juste après 39-45. Donc on est fier d'avoir travaillé à construire la France, mais pour autant, on n'accepte plus d'être dans un mode de développement non durable. Et donc c'est en ça que la conduite du changement va permettre de s'orienter vers un mode de développement qui va être plus vertueux. Et à ce moment-là, la trajectoire collective, mais également la trajectoire individuelle des populations, va permettre de rentrer par des centres d'intérêt. Ça peut être l'environnement, comme ça peut être l'activité économique, comme ça peut être l'activité culturelle, ou tout ça réuni. Alors, dans la notion d'innovation, il y a un élément qui est extrêmement important, c'est celui de la créativité.
Ça veut dire que dans l'innovation territoriale, la commune, la collectivité ou la structure de toute manière collective doit affirmer ce droit à l'innovation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire libérer cette créativité, donc s'autoriser les initiatives, les propositions, les construire ensemble, les évaluer, parce que s'il n'y a pas d'évaluation, on ne peut pas savoir si ça a fonctionné. Quand il y a une évaluation, on peut corriger ce qui a été fait éventuellement. Et puis peut-être, et c'est peut-être ça le plus important, accepter le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'en cas d'innovation, comme on ne sait pas où l'on va, on sait qu'on doit faire des choses innovantes, on a une idée, on la travaille, mais on ne sait pas quel va être le résultat. Donc ça veut dire accepter éventuellement d'être en échec. Et cet échec, à ce moment-là, on peut en tirer les leçons pour rebondir. Alors une stratégie de résilience, elle se décide collectivement, mais elle peut être impulsée par le maire, avec un leadership et quelqu'un qui incarne un petit peu la volonté de conduire le changement et de faire un peu autrement, mais il doit avoir autour de lui une équipe qui aide à rendre légitime son discours et qui l'aide à diffuser, à transposer ses idées et cette volonté de changer. Et donc cette dynamique-là de résilience doit se penser au niveau de toute une équipe. À Los Angeles, on a progressivement formalisé et conceptualisé une stratégie de conduite du changement qui s'appuie sur plusieurs piliers. Donc on a bénéficié d'un regard et d'apport de matière grise extérieure très souvent pour nous aider à prendre du recul sur nos propres démarches. Et il en est arrivé un code source de l'OSWA, donc une stratégie de conduite du changement qui s'appuie par exemple sur l'implication systématique des habitants. Donc l'idée est de faire par et avec les habitants sur un certain nombre de domaines qui concernent la vie publique. Il y a l'approche systémique, c'est l'idée qu'il faut raisonner à l'échelle de l'ensemble de la commune et de l'ensemble de ses politiques publiques, de façon à ce que toutes nos politiques publiques convergent vers le désir et les objectifs de transition que la ville s'est donnés. Ça veut dire qu'il faut avoir une politique de développement économique qui soit cohérente avec les objectifs de défense de la biodiversité ou une politique agricole qui est elle-même cohérente avec les objectifs de transition énergétique que l'on souhaite avoir. Donc cette approche systémique, elle permet de penser le global et d'éviter d'avoir des politiques publiques qui soient contradictoires entre elles et d'avoir un récit et des objectifs qui sont les plus partagés possibles au sein des agents et des services, mais ça permet aussi d'avoir des politiques publiques qui s'enrichissent entre elles et qui se nourrissent les unes les autres. Donc tout est lié, ce qui suppose beaucoup d'agencement d'acteurs et d'agencement de projets, ce qui peut être un peu complexe, mais c'est l'approche qui nous semble la plus pertinente. On a aussi le mode projet et l'innovation, donc ce qui fait écho à ce que Valérie disait tout à l'heure, c'est-à-dire le droit à l'erreur. Très souvent, lorsque l'on innove, on se retrouve face à la page blanche, et donc il faut savoir contourner les obstacles, faire preuve d'inventivité, trouver des solutions juridiques qui vont amener à des fois prendre des risques et peut-être se tromper. Et il faut accepter que chacun puisse avoir droit à l'initiative, à prendre ces risques-là, et qu'effectivement il puisse se tromper, parce que c'est dans l'innovation que se trouve véritablement la richesse et les solutions. Et enfin, il y a aussi la question de la mise en récit. Pour véritablement conduire le changement, il est essentiel de savoir créer un nouvel imaginaire, de savoir créer le désir et l'envie de s'engager dans cette transition que l'on prône. Par la mise en désir, par le récit, les histoires, on est capable d'incarner un petit peu ce qui est en train de se jouer, et donc on est susceptible de provoquer le changement et l'adhésion des personnes. Donc c'est aussi un élément constitutif de la stratégie de résilience lossoise. Alors les friches minières, vraiment avec tout mon cœur, c'est une chance incroyable. C'est vrai que quand l'activité minière s'est arrêtée, on s'est retrouvé avec des zones, comme c'est dit, ce sont des friches, c'est-à-dire qui n'étaient pas très très sympathiques. En plus, le côté minier, c'était quelque chose de noir. On avait du substrat qui était noir, des terres noires. Et en fait, quand on y réfléchit bien, ça devient une chance à plusieurs égards. Le premier, mais vraiment indiscutablement, c'est la biodiversité. On est dans le bassin minier dans ce qu'on appelle une conurbation, c'est-à-dire avec une pression urbaine qui était très importante, une pression industrielle également.
et très très peu d'espace naturel. Et quand on libère sous forme de friches ou autres des terrains, écoutez, la nature naturellement, porte bien son nom, va reconquérir de façon spontanée ces friches. Et comme en fait le substrat est très particulier, c'est un substrat qui est noir, qui est friable, quelquefois il y a même le sous-sol qui brûle un petit peu, et ça permet de voir s'installer énormément d'espèces qui sont très originales. Donc aujourd'hui, ces friches, on les a maillées, on les a reliées entre elles, donc sous forme de corridors biologiques, et ça constitue pour notre commune vraiment le passage du noir au vert, en permettant à cette biodiversité de se développer, mais également de travailler sur l'écomobilité en site propre, c'est-à-dire de ne pas être sur les routes, par exemple, et d'utiliser plutôt justement ce maillage lié aux friches industrielles, et de développer également des espaces de récréation, des espaces de loisirs, des espaces sportifs pour notre population, alors qu'on n'en avait plus sur le bassin minier. Los en Gohelle, ce sont des terris. Il y en a énormément, il y en a 8 sur le territoire, et il y a surtout les 2 plus hauts d'Europe. C'est-à-dire que ce sont 2 montagnes noires de 186 mètres, et au pied de ces montagnes, il y a énormément de boisements. Et donc aujourd'hui, on voit arriver tout un afflux de visiteurs, et c'est vraiment un retournement d'image, et surtout une offre vraiment extraordinaire en matière de biodiversité et d'espaces de loisirs. Donc c'est une chance. Mais pour cela, je vous parle de ça, il y a de ça 30 ans, on n'aurait pas dit que c'était une chance, on supposait que ça allait en être une. Et donc il a fallu quand même 30 ans de travail pour arriver aujourd'hui à ce que l'on a fait sur le territoire de Los en Gohelle. Alors, le développement durable, la notion même de développement durable est arrivée de façon concomitante avec l'arrêt de la mine. C'est-à-dire que l'arrêt officiel de l'activité minière à Los en Gohelle, c'était 1986. On était en plein dans la période d'émergence du développement durable. On ne savait pas trop encore ce que c'était, mais on pressentait que c'était quelque chose qui nous permettait de travailler de façon globale, de façon systémique sur le territoire, et que surtout ça allait être une façon de travailler, enfin de mettre en place un mode de développement qui allait vraiment être complètement opposé à ce qui avait été cette mono-industrie minière, provoquant plein de séquelles, utilisant des énergies non renouvelables, etc. Donc ce développement durable, le choix de développement s'est appuyé dessus parce que ça nous a permis de travailler, vous l'imaginez bien, sur l'environnement. On en a parlé sur la question des friches. Ça nous a permis de travailler du point de vue socio-culturel avec quand même une population qui était avec un taux de chômage important, qui était en véritable déshérence sociale. Et surtout, ça nous a permis de travailler sur le 3e volet, qui n'est pas le moindre, qui est celui de l'économique, mais tourné vers un autre mode de développement. Donc tout ça fait sens, hein, ces 3 piliers que sont le développement durable permettent de travailler sur le territoire de façon globale, de façon systémique, et de replacer l'humain au centre de tout ça. Et donc c'est ce qui a permis d'être un mode de pensée nouveau. Et à partir du moment en plus que vous rentrez dans un processus de développement durable, vous êtes forcément obligé d'avoir un fil rouge, un fil directeur qui est fondamental, qui est celui de l'application habitante. Parce que le développement durable, comme je l'ai dit, c'est l'humain au cœur du projet. Donc ça veut dire avec et à partir des besoins de la population. Alors ça a été tout un combat, et qui d'ailleurs n'est toujours pas achevé. Au moment où les mines ont périclité, où cette industrie s'est arrêtée, il a fallu inventer autre chose. Et il y a eu une combinaison d'actions qui ont été menées à la fois par la commune, par la communauté d'agglomération et par l'État. Et donc il y a eu des plans notamment nationaux, comme le RBM, l'engagement pour le renouveau du bassin minier, qui est assez récent, et qui témoigne de la volonté de l'État d'envisager un nouveau modèle de développement pour le bassin minier, et qui est centré notamment sur la question de la rénovation des friches. À Los en Gohelle, en tout cas,
La question des terris, comme on l'a dit avant, était assez centrale, et la question de sauvegarde du patrimoine industriel minier d'une manière générale. Et il y a eu à Los, et il est toujours à Los, un lieu emblématique qui s'appelle la base 11-19. Et donc ce lieu est devenu aujourd'hui un espace qui accueille un certain nombre de structures qui ont contribué qui ont tout un domaine d'excellence ou d'expertise dans le développement durable et qui ont contribué à changer un petit peu l'image de la ville. Et donc aujourd'hui, on accueille par exemple le CERD, le Centre de ressources de développement durable, le CD2E, qui est spécialisé sur la question de la transition énergétique, et d'autres acteurs comme Culture Commune, qui dans le domaine culturel est une scène nationale, donc reconnue par l'État, et aussi des institutions de formation comme par exemple la Fondation des apprentis d'Auteuil. Et donc la démarche de développement durable a eu des effets d'entraînement sur l'économie, notamment en attirant un certain nombre de structures qui aujourd'hui changent l'image du territoire et attirent l'installation de nouvelles, créent une activité, un dynamisme qui attire l'installation de nouvelles entreprises. Et la ville cherche à accompagner également des entreprises qui s'installent, soit elle peut soutenir des projets qui sont déjà vertueux en soi, parce que, encore une fois, son changement d'image, et ça peut attirer de l'activité spécialisée à l'os, mais aussi elle peut conseiller et accompagner des structures existantes de façon à ce que leurs projets soient un petit peu plus vertueux d'un point de vue développement durable. Et donc c'est notamment le cas par exemple avec Lidl qui s'est installé sur Los Angeles et où le maire a rencontré les dirigeants de l'entreprise pour imposer un certain nombre de conditions et discuter avec Lidl de comment est-ce que la construction, le bâtiment qu'ils voulaient installer sur Los Angeles pouvait être un peu plus vertueux d'un point de vue développement durable. Qui peut se faire par des parkings végétalisés, par des bâtiments un peu plus performants énergétiquement, par essayer de produire des énergies renouvelables sur le bâtiment lui-même, etc. C'est des exemples comme il y en a. Et il y a une deuxième phase qui peut démarrer, qui va être de travailler encore plus finement sur l'activité économique du territoire, avec des projets qui relèvent de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération, où, par exemple, on peut mettre des mondes qui sont un peu différents dans leur fonctionnement, comme le monde des agriculteurs, on a encore beaucoup d'agriculture à Los Angeles, et le monde des commerçants locaux, on peut les mettre ensemble pour des projets qui vont être communs. Et si avec ça, vous rajoutez en plus une dynamique associative et une population qui est ouverte à plein de nouvelles façons de consommer, ben vous arrivez à des choses qui sont vraiment très fines dans l'offre, par exemple, l'offre de produits, dans ne serait-ce que les petites épiceries de la commune, avec le vrac, ou le développement des circuits courts, ou la promotion de l'agriculture bio qui est elle-même produite là sur place sur le territoire lossois. Et donc cette économie, elle devient extrêmement fine et on est vraiment là ancré dans ce qui va être les modes de production vraiment des 20 ans, des 30 ans à venir. Donc c'est en ça que, du point de vue économique, on est aussi dans l'innovation à Los Angeles. Alors ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, mais c'est absolument extraordinaire à conduire parce que vous mettez des mondes qui habituellement ne se parlent pas forcément, vous les mettez ensemble et c'est vraiment, ça permet d'avoir une grande richesse de projets à monter. Alors les impacts, ils sont déjà celui de la reconnaissance de ce développement. On est observé, on est reconnu dans notre démarche. Par exemple, depuis 2014, l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au niveau français, nous reconnaît comme étant une ville pilote. Donc un démonstrateur, et ce qui nous permet d'être encore plus dans l'innovation, puisque finalement cette innovation, elle va être financée pour pouvoir servir d'exemple pour d'autres territoires. Pas du copier-coller, mais au moins être source d'inspiration dans la démarche des autres territoires. Donc ça, c'est un impact, on va dire, de reconnaissance. On a une notoriété également du point de vue notamment des journalistes, de la télévision. Régulièrement, des reportages sur l'os permettent d'illustrer en fait toutes les questions aujourd'hui qui se posent. En termes pour comment sauver la planète, sous quelle forme. Et puis la reconnaissance et l'impact le plus important qui pour nous est au centre de notre action, c'est la reconnaissance de la population.
La population, depuis 30 ans, est actrice directe du projet de redéveloppement de la ville. Et tout simplement, ça se traduit par le fait qu'on a vraiment une dynamique associative importante. On a même une pression foncière importante parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent rester sur Los Angoël ou venir habiter à Los Angoël. Et puis, très clairement, ça se traduit aussi dans les urnes au moment des votes au municipal, puisque, en fait, il n'y a pas de liste d'opposition à Los Angoël et que le maire est régulièrement réélu avec 100% donc, des votes. Et ça, c'est basé sur la reconnaissance des actes et de la réalité de ce que vive la population. Et enfin, j'en terminerai sur la question de l'impact du territoire. C'est la place que prend également Los Angoël dans cette dynamique de reconversion du bassin minier dans son ensemble. Je citerai qu'un exemple, mais il est quand même majeur, c'est de Los Angoël et du maire de Los Angoël qui est partie l'idée de faire inscrire le bassin minier au patrimoine mondial de l'humanité, donc auprès de l'UNESCO, sur le thème de patrimoine culturel évolutif. Et donc, on a été inscrit, et ça ne veut pas dire juste avoir un label en disant bravo, le bassin minier, il faut le conserver du point de vue du patrimoine et de son histoire, c'est que ça préfigure toute la gestion et le développement du territoire à venir. Donc, pas seulement l'Aussois, mais également de l'ensemble du bassin minier et également de la région Nord-Pas-de-Calais. Et c'est peut-être aussi pour ça que Lens, qui est notre grande voisine, a pu accueillir le Louvre-Lens, il y a de ça quelques années, parce qu'on est passé d'un territoire qui était triste, on voyait souvent au reportage comme étant noir, avec quelques rues sales, des fenêtres cassées, etc., à un territoire qui attire, et donc il y a une reconnaissance au niveau national. Alors, la ville de Los Angeles, comme on le disait tout à l'heure, associe les habitants à la gouvernance, à la conception de ces politiques publiques depuis maintenant presque 20 ans. Donc l'implication s'est systématisée un petit peu sur tous les domaines, et on ne le fait pas parce que ça nous fait plaisir, et d'ailleurs en fait c'est même une charge de travail supplémentaire, mais on le fait parce que ça permet de générer des résultats. D'abord, les premiers résultats que ça permet d'avoir, c'est que ça crée ce que nous appelons de la capacitation. C'est-à-dire que lorsque les habitants sont impliqués et pas seulement consultés, c'est-à-dire qu'on n'est pas... À Los Angeles, on parle souvent d'implication citoyenne plutôt que de démocratie participative, parce que dans l'implication, il y a une dimension de responsabilisation, d'engagement, de contribution active, qu'on ne retrouve pas forcément dans le terme de démocratie participative, qui peut parfois faire penser qu'il suffit de demander leur avis aux gens pour pouvoir les faire participer. Ce que nous, on cherche à obtenir à la fin, c'est que les gens ressortent de ces projets collectifs meilleurs que lorsqu'ils sont rentrés, que lorsqu'ils sont arrivés. Le but, c'est qu'ils acquièrent des compétences sociales, culturelles, qu'ils apprennent à peut-être à parler en public, faire des compromis, resituer l'intérêt personnel dans l'intérêt général, savoir mieux comment fonctionne une collectivité, qui sont des résultats précieux d'un point de vue social. Ça se rapporte finalement à l'éducation populaire. Et c'est particulièrement important dans un territoire comme celui du bassin minier qui a longtemps souffert et qui souffre encore aujourd'hui de l'héritage du paternalisme des mines. Parce qu'à l'époque des houillères du Nord-Pas-de-Calais, le système minier régissait absolument tous les aspects de la vie sociale des mineurs, que ce soit le logement, les loisirs, les enterrements, la religion. Tout était strictement encadré et fait pour les mineurs qui devaient être mis dans les meilleures conditions possibles pour travailler. Et donc ce que nous on cherche à faire en sorte, c'est aujourd'hui se défaire de cet héritage-là, que les habitants du territoire retrouvent du pouvoir d'agir, de la capacité à entreprendre, qu'ils redeviennent acteurs de leur propre vie, sans attendre que le changement vienne des autres, que ça puisse être des entreprises ou de l'État par exemple. Même si évidemment l'action de l'État est toujours aussi importante, mais on cherche à retrouver cette capacité à redevenir maître de son propre destin, ou en tout cas à la favoriser. Et donc, au-delà de cet aspect social et de capacitation et éducation populaire, l'implication, elle permet aussi, quand on implique les gens, d'avoir des politiques publiques qui sont mieux qualifiées, qui répondent mieux aux besoins. Donc, lorsque on parle, nous, de complémentarité des expertises, on a l'expertise politique de l'élu, qui est élu, qui a donc la légitimité pour donner un cadre, proposer une vision de développement.
L'expertise technique qui est portée par les services et par les agents. Donc eux ont une connaissance du droit, de la réalité du terrain, du fonctionnement de la commune, des finances. Et puis l'expertise d'usage des habitants dans leurs multiples casquettes. Ça peut être les entreprises, les associations, des parents d'élèves, des riverains d'un quartier, qui ont une connaissance de leurs besoins propres, donc ce qui a un impact sur les politiques publiques lorsqu'elles s'adressent à eux, et qui ont une connaissance des services publics dont ils sont usagers. Et donc c'est l'ensemble et la complémentarité de ces expertises qui sont mises au travail, qui génèrent de l'intelligence collective et qui permettent de qualifier les politiques publiques. Elles permettent aussi, ces démarches d'implication, de faire en sorte que les habitants se réapproprient les projets. Parce que comme ils y ont contribué, ça devient aussi le leur. Ce qui fait que les résultats non seulement répondent mieux aux besoins, mais en plus sont plus durables. Et donc on a, même si Los Angeles a évidemment des problèmes de violence conjugale, de vandalisme un peu comme partout, on a quand même beaucoup moins, et c'est noté par la police, d'espaces publics dégradés, ou notamment sur les abribus par exemple. Ensuite, sur les méthodes qu'on utilise, on distingue plusieurs niveaux d'implication. Le niveau d'information par exemple, donc on fait beaucoup de réunions publiques, on distribue des flash infos qui sont des courriers qu'on distribue dans toutes les boîtes aux lettres, par exemple sur un projet donné. Le but c'est d'essayer d'être le plus transparent possible sur les mesures que l'on veut prendre. Expliquer quels sont les tenants et les aboutissants pour que chacun ait les clés de compréhension du sujet. Ensuite, on a des méthodes de consultation-concertation, donc qui sont aussi importantes, où là, l'implication poussée des habitants n'est pas forcément nécessaire, et donc ça peut être par exemple un vote en ligne ou des consultations qui peuvent être faites sur un sujet donné. Et puis après, il y a des méthodes de coproduction d'action publique dans lesquelles les habitants sont des contributeurs actifs dans le cadre de projets. Et donc ils peuvent participer à des ateliers de travail, etc. Et mettre leur matière grise et leur intelligence au projet. Et puis il y a d'autres dispositifs communaux qui peuvent exister, comme par exemple le 50-50, qui est un outil qui permet d'accompagner les initiatives citoyennes, ou alors de transformer des politiques publiques à l'initiative de la mairie de façon participative. Et donc le 50-50, ça va être une aide en termes de financement ou alors d'ingénierie technique, d'accompagnement, à des projets qui concernent le domaine public ou qui sont des projets d'intérêt généraux. Et donc le 50-50 est l'outil par excellence de la coproduction d'action publique, parce qu'il va au-delà de la contribution intellectuelle, puisqu'il va jusqu'à la réalisation de travaux physiques par les habitants eux-mêmes. Et voilà, donc il pousse la logique de coproduction la plus loin, et c'est vraiment un outil de reconnaissance de la légitimité qu'ont les habitants à contribuer à ce commun qu'est construire la ville, et donc à s'engager pour l'intérêt général. Pendant la crise Covid, la ville de Los a cherché à être très rigoureux sur la communication et le relais d'information avec les habitants. On a publié des flash infos que j'évoquais tout à l'heure de façon hebdomadaire, de manière à justifier, expliquer toutes les décisions qui étaient prises, de façon à couper l'herbe aux rumeurs, de façon à empêcher qu'une forme de psychose ou de défiance s'installe. Et on a constaté que autant les habitants des fois pouvaient avoir une forme de méfiance vis-à-vis de la parole de l'État ou du gouvernement, autant il y avait une forme de proximité et de confiance en la parole du maire. Et donc pendant la crise Covid, on a multiplié les efforts pour essayer d'être transparent et de justifier toutes les décisions qui étaient prises. Et étant donné que l'actualité évoluait sans cesse, c'était particulièrement important pour expliquer quelle déclinaison on avait sur Los Angeles. Donc quel service public restait ouvert, où en était-on sur l'approvisionnement des masques, qu'en était-il de la fermeture ou l'ouverture des écoles, des cimetières, du marché, etc. En revanche, ce qu'on a pu constater, c'est qu'on s'est appuyé sur le tissu associatif de la ville pour faire face à la situation de crise, et notamment par moments pour pallier aux faiblesses de l'État. Donc par exemple, on s'est appuyé sur des réseaux associatifs lossois pour avoir des couturières. On avait pu trouver et acheter des matériaux pour faire des masques, mais pas des masques directement cousus et composés. Et donc ces couturières nous ont aidés à coudre un certain nombre de masques qui manquaient cruellement au début de la crise, et qui nous ont permis de les distribuer ensuite à des publics vulnérables. On a créé un groupe de bénévoles Covid qui étaient donc des volontaires qui ont accepté de venir rendre service aux personnes qui étaient particulièrement exposées et vulnérables à la maladie, de façon à passer des appels pour vérifier que tout va bien, aller faire des courses, et donc un certain nombre de services à la personne. Et là-dessus, on a pu s'appuyer encore une fois sur notre tissu et notre noyau dur d'habitants mobilisés pour pouvoir remplir cette mission.
Alors, comme le dit Antoine, la crise Covid nous a beaucoup appris. Déjà, on a été conforté dans le fait que la population ayant l'habitude d'être dans la coproduction et de s'engager, la notion de solidarité a été extrêmement puissante. Ce qui nous fait dire que d'autres crises pouvant et vont certainement arriver, ne serait-ce que celle du dérèglement climatique, mais peut-être qu'on aura encore des crises sanitaires. Et on se dit que si elle s'est mobilisée une fois, cette population, elle est en capacité de se mobiliser une seconde fois. Et même on a appris, même en termes d'organisation, nous en interne, comment favoriser cette mobilisation. Donc ça, on va dire, c'est du point de vue humain. Du point de vue pour être un peu dans le dur, il y a aussi la question des ressources dont j'aimerais parler. Prendre un exemple tout simple qui est celui de l'eau. On sait très bien que les crises vont nous amener très prochainement dans des questions qui vont être très liées à ces ressources. Et par exemple, ça fait 30 ans qu'à Los Angeles, on a travaillé sur la récupération, réutilisation d'eau de pluie. Et en termes d'autosuffisance liée à la ressource en eau, on a 3 semaines devant nous, puisqu'en fait, on a des cuves partout. Alors, je ne vous dis pas que c'est de l'eau potable, je dis juste que potentiellement, on a de l'eau en réserve pour 3 semaines si un jour le réseau d'eau potable venait à s'arrêter. C'est la même chose du point de vue des ressources énergétiques. On est en train de mettre en place un grand plan solaire citoyen qui en fait vise à installer sur l'ensemble des toitures de la commune des panneaux solaires. Alors d'abord sur les bâtiments publics, vous imaginez, les salles de sport, sur les toitures des écoles, notre toiture de l'église, etc. Puis très prochainement sur les bâtiments privés comme les hangars agricoles, et puis au final sur les toitures des habitants qui seront volontaires, de manière à ce que cette production électrique nous permette également d'être autonomes, voire même être en excédent de production au point de vue énergétique. Et je finirai également sur les questions alimentaires. On a aujourd'hui un travail qu'on a abordé tout à l'heure sur l'économie de la fonctionnalité de la coopération donc avec nos agriculteurs pour une production bio avec vente locale. On a énormément de points de vente locales sur Los Angeles, mais on est en train également de réutiliser l'ensemble des petits espaces qui n'étaient pas occupés, des petits espaces verts qui n'étaient pas occupés, pour les transformer en jardins sous forme d'incroyables comestibles. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont autant de petits îlots nourriciers répartis sur la ville où la plantation, l'entretien, la production est réalisée de façon bénévole avec les habitants et où tout à chacun peut venir chercher de la nourriture. Alors on en est vraiment qu'aux prémices de ce principe d'îlot nourricier, mais c'est quelque chose qui va être développé dans les années prochaines. Et bon, vous voyez, comme je finirai comme ça en disant qu'en fait, si on est capable, nous, à l'échelle du territoire, notre petite ville, à l'échelle du territoire, d'être autosuffisant pour affronter justement cette crise, mais également lutter contre tout ce que l'on voit avec les transports routiers, et donc développer les circuits courts, développer une énergie alternative, éviter d'avoir des stations d'épuration partout et puiser tout le temps dans cette ressource d'eau naturelle. Si nous, on est capable de le faire à l'échelle du territoire, ça veut dire qu'un pays, voire la planète, est capable de le faire également à son échelle. Donc là, on rentre à nouveau sur la question du développement durable, où on agit localement, mais on a toujours une pensée globale, et inversement.